Bonjour à toutes et à tous. Oula, le son, il est un peu... Le son, c'est bon. Bon bah, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la table ronde sur l'ordinateur quantique. Donc, et bonjour également à ceux qui sont à distance, on ne vous oublie pas. Donc, le domaine du quantique, ça fascine parce que c'est une promesse de révolution de l'avenir, on en entend beaucoup parler. On a déjà traversé une première révolution quantique sous l'impulsion d'Einstein et Max Planck au siècle dernier, qui ont permis notamment des révolutions technologiques comme les lasers, transistors, circuits électroniques. Et aujourd'hui, on se rapproche, voire on est dans la seconde révolution quantique, qui donc là est plus un équilibre entre la recherche fondamentale et des applications technologiques, dont notamment vont découler l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, c'est des ordinateurs qui proposeraient des puissances de calcul infiniment plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui et qui permettraient de faire des choses, de craquer des systèmes qu'on ne peut pas actuellement craquer, ou tout du moins de manière beaucoup plus compliquée. Donc ça pousse même des entreprises déjà à en être à l'ère du post-quantique, donc proposer des choses pour se défendre face à la potentielle menace de l'ordinateur quantique. Et à travers la table ronde, on va donc aborder tous les aspects allant de l'informatique quantique jusqu'à l'ordinateur quantique. Parce que si on a un ordinateur, mais qu'on n'avait pas les algorithmes, ça ne fonctionne pas, et inversement. Donc, on va parler de comment la recherche participe sur ces domaines, en algorithmie, en informatique et sur la mise au point des ordinateurs. À quoi sert la recherche dans ce domaine? Quel est l'intérêt de la recherche dans la mise au point de ces ordinateurs? Ou encore, essayer de répondre à une question, l'ordinateur quantique, c'est pour quand? Donc, avec nos invités, on a donc avec nous Laurent Guiraud, qui est PDG et cofondateur de la start-up Deep Tech Colibri TD, Alain Sarlette, qui est chercheur en physique appliquée et membre de l'équipe quantique, Pierre Gégeur, qui est Quantum Leader France chez IBM, et enfin Ziad Adem, que vous connaissez peut-être, qui est enseignant-chercheur notamment en informatique quantique à l'EFRE. Donc, pour commencer, on va commencer doucement sur le domaine du quantique en parlant d'une petite expérience que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le chat de Schrödinger. Vous devez le voir en mème sur Twitter, sur Instagram, on le voit beaucoup. C'est donc, la question c'est, il y a un chat dans une boîte, il est mort ou il est vivant? Il est mort et vivant. Et donc nos intervenants vont avoir quelques secondes pour donner leur avis ou une petite explication sur le chat de Schrödinger. Laurent, si tu veux commencer. Merci. Donc le chat, comme il a été mis en boîte en 1925, je pense qu'il doit être bien mort maintenant. Et s'il ne l'est pas, il faut le libérer parce que c'est une expérience de vie. Non, mais c'est le type d'expérience de pensée qui essaye d'illustrer un concept et qui sont assez compliqués à comprendre puisqu'on essaye d'appliquer des principes quantiques qui sont infiniment petits à des objets macroscopiques. Donc il y a tout un débat. Donc on va dire que pour beaucoup, c'est une première introduction au monde quantique. Pour beaucoup, c'est aussi la fin de leur introduction au monde quantique. Donc il faut un peu dépasser, libérer le chat et aller voir d'autres concepts fondamentaux qui sont aussi intéressants et oublier un peu cette expérience de pensée qui était vraiment pensée à l'époque dans un contexte particulier. Bon, bonjour à tous et à toutes. C'est une expérience qui était à l'époque qui portait sur les bases de la quantique en disant que voilà, comme on n'est pas sûr de l'état de ce chat-là, on peut dire qu'il y a une probabilité de présence de plusieurs états en même temps. Et c'est comme ça on a commencé par les principes de la quantique. Oui, donc pour compléter un peu ce que viennent de dire mes collègues, bon, en fait, effectivement, c'est une expérience qui est sortie de son contexte justement pour exacerber les phénomènes quantiques et leur spécificité par rapport à ce que nous connaissons dans la vie de tous les jours. Et donc quand même, ce qui est très perturbant par rapport à ce chat, c'est qu'on dit non seulement qu'il peut être mort et vivant, mais il peut être mort plus vivant, il peut être mort moins vivant. Et en fait, on peut baser des calculs et des résolutions de calculs sur le fait qu'un chat serait mort plus vivant ou bien mort moins vivant. Donc une superposition avec un signe plus ou un signe moins de ces deux états.
Bon, après, il faut transposer ça au monde microscopique, aux électrons, etc., pour vraiment arriver à quelque chose qui a du sens. Mais ça montre quand même à quel point ce qu'on essaie de construire en construisant un ordinateur quantique est très différent de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Après, ces expériences ont été faites, ont été vérifiées à l'échelle microscopique, et en principe, si on arrivait à dresser le chat de Schrödinger suffisamment bien, on pourrait avoir un chat de Schrödinger mort plus vivant ou mort moins vivant ou qui passe de l'un à l'autre. Le tout, c'est d'arriver à dresser ce chat de Schrödinger, et évidemment, on ne va pas se servir de chat, on va se servir de choses un peu plus faciles à dresser à ce niveau-là. Bonjour à tous. Oui, plus que le chat de Schrödinger, intéressez-vous à l'équation de Schrödinger qui, pour le coup, est utilisée très souvent dans la résolution de problèmes et dans la résolution d'algorithmies associées je ne sais pas, la chimie des molécules ou la découverte de matériaux ou autre chose. On va s'intéresser à la manière dont on va se comporter dans le temps, l'équation de Schrödinger pour un moment donné. C'est là que vous allez tomber sur des mots un peu barbares. Alors c'est le problème de l'informatique quantique, c'est que des fois, intellectuellement, c'est pas simple de rentrer parce qu'il y a plein de mots barbares. C'est aussi un peu comme les gens du réseau de la sécurité aiment faire. C'est-à-dire qu'on emploie des mots compliqués pour que, en fait, il y ait un premier step où il faut vraiment s'y intéresser, mais c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un peu de temps, et puis finalement, ça s'explique bien. Donc moi, je vous encourage à aller regarder ce que c'est, à comprendre, mais plus l'équation de Schrödinger que le chat de Schrödinger. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette intervention sur le chat de Schrödinger. Et maintenant, on va passer à la première question qui est pour toi, donc Alain. Donc, pour savoir, du coup, qu'est-ce que tu fais dans le domaine du quantique en termes de recherche? Oui, alors donc je travaille à l'INRIA, qui est un institut de recherche national. Donc on a des centres un peu dans toutes les grandes villes françaises, et donc moi je suis basé à Paris. On a une des équipes INRIA sur le sujet du quantique. Donc ça fait en fait une dizaine d'années que notre équipe existe, mais récemment plein d'autres équipes sur ce sujet ont été créées. Alors notre équipe est spécialisée dans ce qu'on appelle les circuits intégrés quantiques. Donc en fait on fait de l'électronique et on essaye de construire des circuits électroniques qui se comportent de manière quantique. Donc en fait vous pouvez imaginer que ces circuits électroniques sont comme des molécules artificielles ou des atomes artificiels. On essaie de construire des tout petits circuits avec très peu d'énergie où on échange uniquement des quantas d'énergie, donc des très petites quantités qui du coup suivent ces lois de l'équation de Schrödinger, comme on vient de dire, et qui donc ont des comportements comme un chat de Schrödinger quantique et ce genre de choses. Donc on essaie de construire finalement des circuits électroniques suffisamment robustes pour pouvoir être pilotés et pour pouvoir finalement faire des opérations quantiques et servir à du calcul quantique. Ok, mais du coup ces circuits imprimés par exemple, après est-ce qu'ils peuvent servir dans la formation d'ordinateurs quantiques, dans la mise en place d'ordinateurs? Exactement, donc c'est une des pistes suivies pour l'instant, notamment suivies par IBM, par Google, par Amazon, donc par des grandes firmes américaines également. C'est ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs. Donc qubit, c'est en fait un bit quantique, hein, c'est la lettre Q devant bit. Donc en fait, ces circuits sont pour l'instant les plateformes les plus avancées en termes de contrôle. C'est les chats de Schrödinger qu'on peut le mieux dresser, si vous voulez. Par contre, comme ils sont un petit peu grands, on n'est pas certain que ça va être la technologie au final qui va servir à construire un ordinateur avec des millions et des milliards de transistors quantiques. Donc il y a d'autres approches pour l'instant plus microscopiques qui sont étudiées mais qui sont beaucoup moins avancées, comme les semi-conducteurs et ce genre de choses. Donc pour l'instant, à court terme ou à moyen terme, pour montrer des capacités de calcul quantique, c'est effectivement sur ces plateformes qu'on va se baser. Du coup, pour passer à la suite, on va donc passer à Ziad, qui va nous dire qu'est-ce que fait l'EFRE dans le domaine de l'informatique quantique et qui a notamment des résultats de recherche très récents à vous montrer. Donc. Il faut prendre le micro, désolé. Alors là, je profite un petit peu de présenter nos travaux de recherche à EFRE, si tout va bien. C'est le principe de l'effet démo. Si vous devez faire des démos dans votre vie, enregistrez la démo. C'est bon. Alors,
Je vais parler un petit peu de notre projet de recherche qui a démarré il y a 2 ans à Effray, un peu plus, avec l'ensemble des enseignants-chercheurs qui sont intéressés par le domaine de l'information quantique. Et on a tous parti sur cette information quantique qui nous attire. Pourquoi pas se mettre dans ce domaine-là? Et bien sûr, Effray, comme une école numérique, peut facilement s'adapter pour porter le volet de l'information quantique. Alors ça, c'est un projet qui a démarré il y a 2 ans, comme j'ai dit, avec nos collaborateurs QRISC. Le principe objectif de ce projet-là, c'est la détection de fraude par des machine learning quantiques. Je vais aller un peu plus vite pour montrer les résultats les plus importants. La démarche technique qui a été mise en place, bien sûr, c'est d'abord de mettre à jour les algorithmes quantiques et classiques pour essayer de comparer l'importance de cet ordinateur quantique sur les résultats attendus. Après, il y a amélioration de ces modèles-là par ajustement de différentes librairies pour améliorer les résultats attendus et discuter le résultat à la fin. Alors ça, c'est le tableau de résultats que je me permets de vous présenter. On a démarré en 2021, vous voyez que en première ligne, ce sont des SVM, des algorithmes quantiques classiques, et on compare ligne par ligne algorithme classique par rapport à algorithme quantique. La première ligne, c'est du classique, et on voit très bien qu'il y a un temps qui est de 0,3, qui est très rapide, à comparer à la troisième ligne, c'est celui de 32 secondes qui correspond à l'algorithme quantique. C'est-à-dire, en 2021, on n'a pas réussi d'avoir un résultat qui est assez efficace, parce que vous regardez à la première ligne un F1 de 0,96, un score qui est important en classique, comparé par le quantique à 0,95 et un temps qui est lent, plus ou moins 32 secondes. En classique, on est à 0,3. On a continué à améliorer nos recherches et cette année-là, on arrive à des résultats beaucoup plus importantes avec les optimisations des algorithmes quantiques qu'on a mis en place. Et je me permets de passer sur le tableau 2023, le tableau vert, et je compare la première ligne qui est le SVM, c'est l'algorithme classique, par rapport à la QSVM, l'algorithme quantique. Et là, on voit qu'on a des résultats d'accuracy qui est avancé en 0,99. Et à comparer aussi dans les F1, les scores, on a passé à 0,99 à comparer par 2021 à 0,95. Et on a pu améliorer aussi le temps de calcul qui a passé à 2,73 avec une nouvelle version algorithmique par rapport à 32 secondes en 2021. On est encore lent dans le temps de calcul, ça c'est vrai, puisqu'il y a toujours des choses à améliorer, à mettre en place, mais on est avec des scores beaucoup plus efficaces et pertinentes avec l'algorithme quantique. Après, c'est-à-dire il faut faire le choix entre le temps de calcul et le score qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Merci. Merci. Et du coup, pour la suite, Laurent, on va donc parler cette fois-ci de côté start-up. Du coup, chez Colibri TD a donc pour ambition de démocratiser l'informatique quantique. Et du coup, quel est l'intérêt de la recherche dans le domaine du quantique pour une start-up comme la tienne? Sachant que tu m'as dit que vous avez des chercheurs et des chercheuses en plus dans ta start-up. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aujourd'hui, l'ordinateur quantique ne peut fonctionner et ne peut donner un avantage potentiel quantique que par l'adaptation des algorithmes. Alors, résoudre des équations différentielles, c'est le sujet qui nous occupe, en classique ne peut pas se faire de la même façon en quantique. Et donc, c'est les travaux qu'on fait. Donc, il faut se dire que l'algorithmique classique, c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans de recherche. Ben, on redémarre pour l'algorithmique quantique, on redémarre pas de zéro, mais quasiment de zéro, pour réadapter tous les algorithmes et tirer l'avantage quantique. Sachant que chaque algorithme peut, dans le monde existant aujourd'hui, où on a différents types d'ordinateurs quantiques qui
sont pas stables, qui sont très bruités. Il faut pouvoir aller adapter à chaque type de machine, à chaque type de bruit et apporter des solutions. Alors la différence de la recherche académique, nous, l'idée, c'est de produire des choses de façon rapide. C'est-à-dire qu'on se nourrit de la recherche académique. On ne fait pas de recherche académique per se. On se nourrit de cette recherche académique. On implémente, on combine des algorithmes pour implémenter des cas d'usage réels avec nos clients potentiels ou nos futurs clients. Donc, c'est ça qui est la différence entre la recherche dans une start-up qui a pour but de produire un produit plutôt que de produire un article ou un concept qui est le pendant de la recherche académique. Mais on est en partenariat avec eux, on fait le lien avec les industriels qui, eux, ne peuvent pas forcément toujours faire cette recherche avancée. Ok. Du coup, maintenant, on va rester côté entreprise avec Pierre. Chez IBM, par exemple, comment vous voyez la recherche en informatique quantique? Est-ce que vous avez des chercheurs chez vous? Est-ce que vous vous nourrissez de la recherche? En quoi la recherche vous permet d'avancer? Alors, oui, l'informatique quantique, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. La recherche en quantique, c'est pas quelque chose de nouveau sur nous. Tu parlais de la première révolution technologique. Si vous cherchez un peu, il y a eu des prix Nobel de physique chez IBM pour le microscope à effet tunnel ou à balayage électronique, je sais jamais. C'était à Zurich, c'était déjà au niveau quantique, parce que c'est ce jour-là, c'est à ce niveau-là. La recherche fondamentale, on en fait. Notre job, avant tout, c'est de faire de la recherche appliquée, c'est-à-dire, on commence par de la recherche fondamentale, on la transforme en produit et on la transforme en industrie derrière. Parce que si jamais il n'y a pas de marché derrière ce que vous pouvez trouver, pour un industriel, il y a assez peu d'intérêt. Donc c'est ce que disait Laurent, notre objectif c'est de rencontrer un marché aussi derrière. Donc oui, on a des chercheurs. Le budget de la recherche IBM est confidentiel, mais il est plus important que celui du CNRS en France. Voilà, vous regarderez. On a plusieurs milliers de chercheurs dans le monde. On est situé à plein d'endroits, à Saclay, à Paris, je sais pas, à Nairobi, voilà, en Israël, au Japon, aux États-Unis évidemment, en Chine moins en ce moment. On a eu, mais on n'a plus, etc., etc. Notre objectif dans la recherche, et chez IBM Quantum en particulier, c'est de trouver des produits. Donc on a des gens qui sont fondamentaux, qui font, comme le disait Alain, on travaille sur les superconducteurs, donc sur des technologies de micro-puces qui vont se comporter comme des atomes virtuels dans des bonnes conditions de température et de pression, en l'état très froid. C'est grâce à ça qu'ils vont se comporter comme des atomes virtuels. Et puis après, on va aller plus loin. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas grand monde qui croyait dans l'informatique quantique avant nous, on a fait le plus grand frigo au monde. Parce que comme il faut que ces supraconducteurs soient refroidis à température très basse, on a été chercher des chercheurs spécialisés dans la cryogénie, dans la capacité à refroidir à très basse température, donc à quelques millikelvin, donc c'est plus froid que l'espace, pour vous donner une idée. Et un grand frigo dans lequel voilà, il s'appelle GoldenEye, c'est rigolo. Bon, on veut plus jamais faire ça de notre vie. C'est pas notre métier de faire des frigos, mais n'empêche qu'on a été obligé de le faire à un moment donné parce que pour accéder à l'industrie, à l'échelle industrielle, on a dû passer par là, faire de la recherche fondamentale. Un des pans majeurs de la recherche, c'est ce que les équipes de Laurent font aussi, les équipes de l'INRIA font aussi, c'est de travailler sur la partie algorithmie, c'est de travailler sur quelque part, le QSVM dont Ziad parlait, il y a peut-être 50% d'amélioration possible en optimisant l'algorithmie du QSVM. Alors sur le QSVM, peut-être pas, j'en sais rien. Mais sur d'autres types de modélisation, oui, on sait qu'il y a une forte modélisation. Et si vous pensez conjonction informatique quantique et informatique classique, parce que je réponds à une question tout de suite, je ne sais pas si tu me la poseras, mais l'informatique quantique ne remplacera pas l'informatique classique à horizon court terme. Ce n'est pas la vision du marché, tout du moins. Donc il va falloir qu'ils marchent ensemble. Donc la question, c'est, comme vous faites pour vos cartes graphiques, qu'est-ce que vous donnez à manger à l'ordinateur quantique dans votre code? Qu'est-ce que vous donnez à manger à votre carte graphique dans votre code? Qu'est-ce que vous donnez à manger à l'ordinateur classique dans votre code? Et comment vous faites? L'INRIA est vachement fort là-dessus, pour faire la compilation de tout ça en choisissant les bonnes architectures, etc., etc. Bref, oui, on fait de la recherche fondamentale, on fait de la recherche appliquée. L'objectif à la fin, c'est d'en faire une industrie. Faut pas se leurrer quand même. Ok.
Très bien, merci pour cette réponse. Donc maintenant, une question que j'ai posée à chacun de nos invités pour avoir un avis, c'est l'ordinateur quantique. Est-ce un réel objectif ou une ambition permettant de faire évoluer la recherche et les connaissances globales? Donc Alain, je vais te poser à toi en premier. Bon, je pense que vous avez entendu dans la réponse un peu tout le monde déjà, hein, que nous voyons ça comme un vrai objectif, je pense. Donc, alors, il ne faut pas se dire que c'est un vrai objectif à très court terme. Effectivement, les retombées sont des deux types. Donc, on a vraiment l'objectif de construire un ordinateur quantique qui va pouvoir calculer des choses de manière révolutionnaire par rapport à ce qu'on fait pour l'instant. Et là, on parle vraiment de manière différente de calculer. Donc, il y a un moment où les ordinateurs classiques avancent petit à petit. L'ordinateur quantique, il démarre plus bas, mais il monte avec une pente très très différente. Donc, il y a un moment où on va le dépasser de manière très très claire. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. On sait en principe comment y arriver. Une des manières de le faire, c'est juste de combiner énormément d'ordinateurs bruités et de les faire travailler ensemble d'une certaine manière. Après, ça c'est pas du tout efficace, donc on cherche plutôt à rendre des choses plus efficaces pour l'instant. Et bon, en chemin, on découvre des choses sur la science des matériaux, on découvre des choses sur certains phénomènes physiques qu'on peut utiliser en métrologie. Quand on parle de la technologie quantique, il n'y a pas que le calculateur non plus. On a des applications en communication cryptée, on a des applications en métrologie, on a des applications en ce qu'on appelle simulation analogique. Donc on construit l'équivalent des circuits électroniques analogiques, mais en quantique. Et donc, effectivement, le long du chemin, on découvre ça. On découvre des principes de cryogénie qui sont utilisés, par exemple, pour refroidir. Donc, les deux ont lieu, mais on croit fermement au fait qu'un jour, on aura un ordinateur quantique. Et je dirais, contrairement, par exemple, au fait d'aller habiter sur Mars, ce n'est pas une question d'y mettre des milliards de milliards de milliards de milliards et d'encore multiplier par des milliards. C'est vraiment à chaque fois qu'on rajoute un petit qubit, à chaque fois qu'on rajoute un bit, si vous voulez, quantique, ça devient de plus en plus dur pour l'ordinateur classique de suivre. Donc vraiment, on progresse petit à petit et à un moment, ça va exploser, même si on ne fait que rajouter des petites pièces du puzzle. Ok. Et toi, du coup, Ziad, sur cette question, l'ordinateur quantique, réel objectif ou ambition pour faire avancer la recherche de manière globale? Moi, je rejoins mon collègue. Que actuellement, physiquement parlant, un ordinateur quantique, peut-être il n'est pas là encore, mais ce qu'on fait, on travaille sur les architectures hybrides, on va dire, c'est-à-dire c'est des algorithmes qui sont classiques, mais à un certain moment, on remplace un petit corps de cette architecture-là par un corps quantique et le calcul sera fait sur des qubits. Actuellement, on est là. On n'est pas, mais c'est ça la science, c'est une histoire avec la recherche et le développement pour arriver à un futur encore beaucoup plus. J'imagine peut-être dans quelques années, on va avoir comme un ordinateur classique, un ordinateur quantique à la main, mais ça dépend de l'utilité, ça dépend de ce qu'on a besoin de faire. Après, c'est le futur marché et aussi c'est le besoin, puisqu'on a besoin d'aller plus loin dans beaucoup de choses. Ok. Et toi, Laurent, du coup, sur cette question qui, je pense, est aussi plus tranchée Oui, en fait, moi, l'avantage d'avoir un peu de recul ou de seniorité, ça dépend comment on le voit en termes de perspective, c'est que j'ai vécu différentes évolutions, le cloud, la data, etc. Personne n'y croyait. Et on voit que les cycles ont tendance à s'accélérer. Moi, quand j'ai commencé, alors j'ai fait du quantique il y a très longtemps, après j'ai quitté le quantique et je suis revenu en 2019, on avait des horizons à 20 ans. En 2020, 2021, on avait des horizons à 10 ans. Et maintenant, on a des horizons, et si on croit IBM, à 18 mois. Donc, si on regarde les cycles, ils s'accélèrent. Et c'est ça qu'il faut regarder dans toutes les technologies. Dès qu'on commence, on a des cycles longs et ça s'accélère de plus en plus. Donc c'est ça qu'il faut saisir, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment quand je discute avec des investisseurs, puisque c'est quand même mon objectif ou des clients, je dis soit vous ne croyez pas au quantique, et on n'a même pas besoin de discuter, perdons pas de temps, soit vous y croyez, et il faut y aller maintenant, parce que le cycle est en train de s'accélérer. C'est assez binaire. En fait, la décision sur le quantique n'est pas quantique, elle est binaire. Voilà, donc évidemment j'y crois, parce que j'investis du temps, de l'énergie et de l'argent aussi, mais je vois que ça s'accélère. Donc pour moi, ce n'est pas la question de savoir si, c'est juste une question de quand, et le quand, c'est comme ChatGPT.
C'est 20 ans de recherche, 30 ans de recherche. Il y a 30 ans, on n'envisageait pas de ce type de d'AI générative. Voilà, donc tout viendra assez rapidement, à mon avis. Ok, et du coup, la dernière balle à Pierre, qui a un avis plus que tranché sur la question. Le méchant constructeur qui arrive et qui va vous dire que l'ordinateur quantique existe déjà. Bon, en vrai, la réalité de tout ça, c'est l'ordinateur quantique utile. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un ordinateur quantique disponible dans le cloud, que vous pouvez accéder, qui va faire quelque chose de mieux que ce que vous pourriez faire avec une machine HPC que vous allez trouver, je sais pas, au département de l'énergie américain ou au GENSI français? La réponse est non. Comme ça, on est très à l'aise tout de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas une machine quantique, un ordinateur quantique capable de faire mieux un calcul utile. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça existe? Et donc la question, c'est quand est-ce que ça sera utile? Je rejoins complètement Laurent. C'est une question, allez, année. Et vous n'êtes peut-être même pas obligé de mettre un S. La question, c'est pour quel type de cas d'usage? Est-ce que tous les cas d'usage vont tirer parti d'une machine bruitée? Aujourd'hui, on a des machines qui sont bruitées, qui ne sont pas parfaites, qui ont un taux d'erreur. Donc si vous avez un taux d'erreur de 50% quand vous lancez une pièce, ça ne sert à rien. Autant pas lancer la pièce. Donc on va essayer de diminuer ce taux d'erreur, de s'affranchir de cette erreur, de faire de la mitigation d'erreur. On est loin de la correction d'erreur encore, on y travaille, mais on va vers la mitigation d'erreur. Si on est capable d'avoir suffisamment d'unités de calcul, les qubits, avec un taux d'erreur suffisamment faible et des processus de mitigation d'erreur, on va avoir certains cas d'usage qui, à court terme, vont être accélérés. Est-ce que ça permettra de résoudre l'algorithme du voyageur de commerce pour la totalité de l'optimisation bancaire ou pour la totalité de comment je remplis bien un bateau de containers? L'optimisation parfaite, la réponse est non. Je vous le dis tout de suite. Ces cas d'usage-là, je ne sais pas les adresser avant 5, 10 ans peut-être. Est-ce que je vais être capable de diminuer mon temps de recherche dans certains domaines? Est-ce que je vais être capable d'améliorer ma décision? Est-ce que, comme le disait Ziad, je vais être capable d'améliorer certains processus de machine learning où je vais remplacer une partie de mon kernel par des processus de kernel quantique? Oui, ça va améliorer ma précision. Je vais peut-être faire un trade-off entre la vitesse et l'amélioration de la précision. Si j'améliore ma précision, avec un jeune que j'ai croisé tout à l'heure, on parlait gestion des faux positifs dans la fraude. La fraude à la carte bancaire, les faux positifs, c'est quelque chose qui fait qu'on débranche le système de fraude. Si on diminue le nombre de faux positifs, on garde le système de fraude branché, et donc ça permet de diminuer le coût de la fraude, l'impact de la fraude, etc. etc. Bref, l'ordinateur quantique, il existe aujourd'hui. IBM, oui, mais on peut citer l'ordinateur quantique de Candela en France qui est déjà disponible. L'ordinateur quantique de... Alors c'est un système analogue, mais quand même de Pascal, on peut parler de système quantique sans aucun problème, qui est déjà présent aussi. Oui, IBM, ça fait depuis 2016 qu'on a une machine dans le cloud, gratuit, il y a plein de gens qui peuvent y aller. J'espère que tes résultats sont tirés des machines IBM, gratuites, avec lesquelles tu peux jouer, sinon ce serait dommage. Et puis oui, moi aujourd'hui, j'ai 200 clients et partenaires, dont Laurent, qui travaillent avec nous à faire que ça devienne une réalité concrète, quoi. C'est pas un mythe. La question maintenant, c'est quand est-ce que ça sera utile pour toutes les industries? Ça dépend des mathématiciens et des gens qui font de l'algorithmie. Bref, l'INRIA. Une réponse plutôt très complète. Donc merci Pierre pour cette intervention. Et donc maintenant une question, on va revenir sur le côté start-up avec Laurent. Donc pour savoir, pourquoi fonder une start-up basée sur le domaine du quantique? Est-ce que ça a un lien peut-être avec ton passé de chercheur qui t'a poussé vers cette voie? Est-ce que c'est en traversant les différentes entreprises internationales où tu as été? En fait, c'est un peu de tout ça. C'est vrai qu'à l'origine, j'ai un doctorat en physique atomique. J'ai eu comme professeur Serge Haroche à l'ASPE, quand j'ai fait un passage à l'école normale. Donc oui, ça c'était déjà dès le début. Mais après, on va dire, la recherche m'a pas vraiment intéressé. On ne gagnait pas assez d'argent. Voilà, c'était purement capitalistique, on va dire. Et donc, je suis passé dans le monde des corporates américains. Google, Oracle d'abord, Google ensuite, Amazon Web Services, etc. Alors, bon, on peut dire ce qu'on veut sur ces sociétés. Elles ont une capacité d'innovation qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'ils savent mettre les moyens sur des projets, ils savent arrêter des projets. C'est important de savoir arrêter un projet
de savoir apprendre de ce projet. Et aussi, à l'époque, les cycles de décision et l'agilité étaient très fortes. On peut très vite pivoter. Donc, voilà, j'ai fait mes armes un peu dans le monde corporate. Et après, au bout d'un moment, on fait le tour. Quand on a fait un certain nombre de grandes sociétés américaines, on finit par faire la même chose tout le temps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais créer une société. Et je me suis dit, tiens, il y a quelques technologies qui sont intéressantes. Le quantique, en 2019, émergeait. Et je me suis dit, bon, finalement, un peu la rencontre, le hasard, etc., on s'est mis sur le quantique et on y est allé à fond. Et après, on a construit des partenariats, on a recruté des chercheurs. Au final, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu un hasard, c'est un peu... Il n'y a jamais de plan. Je ne pense pas que si vous allez faire de l'entrepreneuriat, vous avez un peu une idée, une vision, et après, vous faites un peu au jour le jour. C'est ça l'intérêt, d'ailleurs, de faire une start-up. C'est qu'on a un peu une vision, et entre deux, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on y croit. C'est un peu ça, là. Et ça, c'est ça qui est passionnant, de pouvoir créer. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est la création à partir de ab nihilo. Bon, c'est jamais de rien puisqu'on construit sur ce qui a été fait avant, mais c'est cette création pure en se disant on va peut-être améliorer quelque chose quelque part. C'est un peu la philosophie du colibri, qui est le nom de notre société, qui est de faire sa part dans ce monde. Donc, et puis, je vous encourage à y aller parce qu'il y a très peu de monde, en fait, finalement, dans le quantique. Tout le monde dit qu'il n'y a pas assez de personnes, de ressources. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, soit on n'y croit pas, et puis bon, vous pouvez même sortir de la salle, en fait, vous ne serez pas puni. Soit on y croit, et même tout l'amphi n'est pas suffisant pour la révolution qui s'annonce. Même tout cet amphi n'est pas suffisant, et tous les amphis de toutes les écoles d'ingénieurs qui travaillent sur le sujet. Voilà. Ok, très bien. Très intéressant, donc merci. Du coup, on va revenir à une question plus côté recherche avec Alain. Donc, pour toi, quel est le réel intérêt de la recherche en informatique quantique? Est-ce que toi, par exemple, en tant que chercheur dans ce domaine et avec ton équipe, vous voyez ça comme des cas pour des applications futures, pour l'ordinateur quantique, etc. Ou est-ce que pour vous, c'est vraiment des sujets de recherche et vous trouvez des choses qui après peuvent être utiles, notamment pour la formation d'ordinateurs? Alors, d'abord, pour préciser, quand on fait des technologies quantiques ou du calcul quantique, il y a donc plusieurs aspects évidemment. Donc, il y a toute la chaîne en fait qui démarre par le matériel. Donc il faut construire ce matériel qui se comporte de manière quantique. Et puis après, il faut savoir comment compiler des algorithmes sur ce matériel, quelles sont finalement les opérations de base qu'on va utiliser, comment on va les combiner, et puis comment on va essayer de tirer parti de leurs propriétés spécifiques pour obtenir ce qu'on appelle donc l'avantage quantique et avoir cette capacité de calcul. Et puis cette capacité de calcul, elle permet de résoudre certains problèmes. Comme l'ont bien dit mes collègues, ça ne va pas remplacer vos ordinateurs de bureau pour avoir un Word qui tourne plus vite. C'est vraiment pour faire certains calculs spécifiques de manière beaucoup plus rapide. Donc toute cette chaîne de valeur, en fait, il y a des chercheurs à l'INRIA qui travaillent sur tous les niveaux. Alors nous sommes mathématiciens, informaticiens, donc nous ne construisons pas nous-mêmes le matériel, mais nous collaborons avec des équipes, notamment à l'école normale. Nous avons travaillé aussi avec Serge Haroche, puis avec d'autres chercheurs maintenant sur les circuits, qui construisent vraiment le matériel. Donc la recherche a lieu à tous ces niveaux-là. Alors il est bien important, donc c'est de la recherche fondamentale. Bon, j'aime bien être chercheur, j'aime bien découvrir des choses, j'aime bien essayer de trouver des explications plus concises peut-être, ou peut-être des concepts plus généraux qui permettent d'expliquer des manières de fonctionner. Mais par contre, c'est bien expliquer des choses qu'on observe. Donc on n'est pas en train d'inventer des choses totalement abstraites, comme on peut parfois faire en mathématiques très fondamentales. C'est vraiment de l'appliquer. Donc on connaît les lois de la physique quantique, on connaît la manière dont se comportent certains matériaux, on connaît certains phénomènes, et on cherche à combiner tout cela pour en tirer parti pour une technologie. Donc après, on découvre de grands principes derrière, on découvre des mécanismes d'action, on va découvrir que certaines choses peuvent être transposées d'une plateforme à l'autre, passer de l'optique à l'électronique, ou certains grands principes peuvent être utilisés par exemple pour être plus robustes aux erreurs ou des choses comme ça. Mais le but est chaque fois effectivement de s'adresser à ce problème concret de construire des technologies quantiques. Ok. Et donc sur une autre question du coup pour Ziad, puisqu'on nous sommes dans une école d'ingénieurs, donc se demander quel peut être l'apport d'ingénieurs selon toi, voire après de docteurs ingénieurs s'il faut un doctorat, dans la recherche sur l'informatique quantique.
Je pense qu'il y a un apport qui est très important, puisque, comme on a déjà parlé, et la partie construction, c'est-à-dire toute la partie développement du matériel, je pense qu'on n'est pas sur ce volet-là, mais il y a toute la partie implémentation, c'est les algorithmes, c'est le fonctionnement de la machine en fait en elle-même. Je pense, comme on est une école dans le numérique, ça c'est notre poids et c'est je veux dire, c'est la nouvelle, c'est le futur. Alors, il faut bien sûr aller avec des ingénieurs qui ont cette ouverture-là vers le quantique, puisque même si on a bien précisé que ça dépend de l'utilité et pour le pourquoi et le besoin, mais c'est le futur qui est là, et il faut être prêt, puisque même si on part actuellement sur des bases d'hybrides pour tester, je pense que le rôle des ingénieurs de nos futurs étudiants sur cette nouvelle génération d'ordinateurs ou d'informations quantiques est très important dans l'optimisation des algorithmes et comment faire travailler pour avoir ce qu'on cherche. Et du coup, moi je dirais pas il faut croire à la quantique, parce que c'est une vérité. Après, comment... Et effectivement, je rejoins Alain, c'est pas pour un travail bureautique, l'ordinateur quantique, mais c'est pour optimisation des calculs et pour résoudre des problèmes actuellement qu'on n'arrive pas à surpasser avec des ordinateurs classiques. Ok, du coup, je vais aussi poser cette question à Laurent, je pense, pour savoir, toi pareil, que penses-tu de l'apport d'ingénieurs ou de futurs docteurs ingénieurs dans le domaine de l'informatique quantique? Alors, moi, dans mes chercheurs, j'ai 2 ingénieurs qui sont aussi docteurs. Alors, on peut débattre. Sur ce qu'on fait dans l'algorithmique, aujourd'hui, on n'a pas tout le recul. Donc, on a besoin de comprendre le quantique, la superposition, l'intrication, la fonction d'autres, pour pouvoir adapter les algorithmes. Donc, du moins, c'est ma vision aujourd'hui, au stade où on en est. On n'est pas encore au stade où on a des choses toutes faites qui marchent, off the shelf. Donc c'est pour ça que l'aspect physique est important. Par contre, l'aspect double cursus ingénieur est aussi très important parce qu'on construit des plateformes. Donc il faut savoir ce que c'est qu'une architecture informatique. C'est tout bête, parce qu'entre mes chercheurs qui n'ont pas cette expérience et mes chercheurs qui ont ce double cursus, il y a une totale différence dans la capacité à faire du développement, à construire des architectures robustes qui servent le client. Parce qu'en fait, on fait de l'algorithmique, mais au final, c'est pour servir un client. Et donc, il y a une richesse dans ce double cursus. Alors, il est clair que ça, c'est une phase intermédiaire. Et à terme, on aura des ingénieurs, il y a déjà des masters qui le font, formés au quantique, aux technologies de l'information, et qui pourront utiliser ces technologies beaucoup, on va dire, à un stade où elles sont un peu plus mûres. Voilà, c'est un peu ma vision aujourd'hui des choses. Aujourd'hui, avoir un double cursus, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour Colibri TD d'ailleurs. Mais à terme, quand je dis à terme, c'est dans 2, 3, 4 ans. On n'est pas dans des termes très lointains non plus. C'est un cursus, hein. C'est une cohorte. Donc voilà, un peu. Donc il y a tout à fait une valeur. Ok, du coup, je veux aussi adresser cette question à Pierre, parce que je suppose que vous avez des ingénieurs et des docteurs ingénieurs chez IBM. J'ai cet énorme défaut de ne pas être un docteur. Voilà, je suis un diplôme d'ingénieur universitaire français, Paris 6, voilà, la Sorbonne, ravi. Pour en parler dernièrement avec le patron de l'informatique quantique chez IBM, Jay Gambetta, sa vision, lui, c'est qu'on a besoin de plus d'informaticiens que de physiciens. On a besoin de plus d'informaticiens que de gens qui font de la compréhension du matériel quantique ou ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, les plus grands enjeux sont sur la partie algorithmie, où là, je te rejoins Laurent, il faut une bonne compréhension quand même de comment marche la physique pour pouvoir adapter les modèles, mais on a aussi besoin d'avoir des gens capables d'être à l'aise avec qu'est-ce que ça veut dire coder en Python, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'algorithmie sur des frameworks de développement standard, qu'est-ce que ça veut dire intégrer du développement agile, etc., etc. Parce que c'est ces méthodes-là qui sont utilisées. Puis après, il y a tout un pan sur l'intégration dont tu parlais quand tu as remonté les couches, c'était super intéressant. Quand je vais devoir me poser la question de qu'est-ce que j'exécute où,
Qu'est-ce que je mets sur l'informatique classique? Qu'est-ce que je mets sur l'informatique accélérée par des cartes graphiques? Qu'est-ce que je mets sur l'informatique accélérée par un ordinateur quantique? Mais ça demande à avoir une maîtrise fine de mon architecture, de mon système d'information. Et alors, moi, si je remonte même d'une étape, quand je discute avec le Crédit Mutuel en France ou avec, je sais pas, la Barclays, pour citer un deuxième organisme bancaire, mais ou Ion, ou ExxonMobil, ou Boeing, ils se posent la question de comment ils vont l'intégrer à leur processus métier. Comment ça va servir leur utilisateur de l'informatique derrière. Encore une fois, l'objectif de l'informatique quantique, c'est de résoudre des problèmes. Et donc de résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont, si on écoute EDF, eux ils se disent j'ai 50% de mon HPC, de mon High Performance Computing qui est utilisé à faire des équations dérivées partielles. Comment je pourrais utiliser un peu de quantique pour faire moins de dérivées, d'équations dérivées partielles sur mon HPC? Mais comment on intègre tout ça? C'est quoi le framework globalement de compilation? C'est quoi le framework d'intégration? C'est quoi l'APIisation d'un système quantique? C'est des sujets, moi je me pose la question en ce moment avec Crédit Mutuel. C'est pas simple. C'est pas simple. Et puis on peut même aller plus loin. Vous avez des entreprises qui sont maintenant dans la revente de temps de calcul sur l'ordinateur quantique. Comment vous faites pour mettre en place un business model là-dessus? Comment vous faites pour vous poser la question pour la revente du temps de calcul, pour comptabiliser les temps de calcul, etc., etc., etc. Parce que c'est tout ça. Si on en fait une industrie, et il y a un si au début de ma phrase, nous c'est notre ambition, mais on ne sait jamais, on peut se tromper. Si on en fait une industrie, bah, c'est tout ce que vous connaissez dans l'informatique traditionnelle qu'il va falloir appliquer à l'informatique quantique. Et là, bah, on aura besoin de techniciens pour la maintenance, on aura besoin d'ingénieurs, d'intégration, de développement, etc. Et on continuera à avoir besoin de docteurs pour la partie recherche. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Si, pas de souci. C'était très complet. Et du coup, parce que le temps passe, on va donc passer à une dernière question, pareil, à laquelle je vais tous vous adresser. Pierre a déjà répondu côté IBM pour savoir, pour vous, un ordinateur quantique qui aura atteint la suprématie quantique, donc qui dépassera les machines traditionnelles, c'est pour quand? On a eu l'avis IBM qui nous a dit que peut-être ça ne se compte même pas en plusieurs années. Donc on va commencer par Alain. Toi, que penses-tu en termes d'années? Où en serons-nous? Oui, alors je pense qu'on peut rejoindre ce qu'effectivement ce qu'on pense chez IBM, hein, ce que dit Pierre. En 2019, Google avait dit qu'il l'avait fait. Bon, après, ils ont dit en même temps que c'était pour résoudre un problème inutile. Ils ont été très honnêtes là-dessus. Donc ils ont démontré qu'un système quantique pouvait faire quelque chose qui ne servait à absolument rien, mais qui pouvait le faire mieux qu'un ordinateur classique. Alors bon, ça a été énormément débattu dans la communauté. Hein. Déjà, on ne pouvait pas vérifier le résultat. Après, je pourrais vous dire que si je prends un ordinateur quantique et que je le jette par terre, finalement, la manière dont il va briser, peut-être que rien d'autre cassera comme ça. Et donc voilà. Enfin, les gens ont vraiment dit, finalement, si ça ne sert à rien, comment vous pouvez dire que c'est quoi que ce soit comme finalement comme résultat concret. Et en fait, c'est aller plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, on m'a demandé mon avis du coup chez l'INRIA. On a dit, ah, ça y est, vous vous êtes fait battre. J'ai dit, non, faites gaffe. Les algorithmes classiques avec lesquels c'est comparé, c'est des algorithmes sélectionnés, ils sont peut-être un peu naïfs. Et effectivement, au fur et à mesure, donc IBM, je pense, a réagi assez vite en disant on peut faire beaucoup mieux ce que Google a dit. Et puis récemment, quand il y a eu d'autres résultats, qui ont démontré qu'en fait le même effet peut être simulé finalement, du fait que ça reste des ordinateurs bruités, en se servant du fait qu'on n'est pas obligé de simuler exactement la même chose, mais quelque chose qui reste dans les marges d'erreur, on peut le faire de manière classique finalement aussi dans un temps raisonnable. Donc voilà, donc il a fallu quand même 2 ans pour vraiment clore ce débat qui dit non, Google en 2019 n'avait pas un ordinateur quantique. Bon, même si eux disaient tout de suite il sert à rien, en fait il était même pas plus rapide, même pour faire un truc qui sert à rien. Bon. Donc il faut un peu se méfier de ce genre d'effet d'annonce. Alors par contre, ce sur quoi la communauté est assez claire, c'est que si on augmente d'un facteur 10 la précision de leur machine, ou bien si on garde à peu près la même machine mais qu'on peut augmenter d'un facteur 10 sa taille, en gardant la même précision, à ce moment-là, plus aucun ordinateur classique ne peut suivre. Et donc ça montre quand même que finalement ce qu'il faut améliorer, c'est pas non plus énorme. D'accord ? Ce qu'il faut améliorer, c'est on passe d'une puce avec une centaine de composants à une puce avec 1 millier de composants, qui doivent tous être encore toujours aussi précis qu'avant.
c'est pas évident à faire, mais donc c'est tout à fait probable qu'effectivement dans l'année ou les quelques années qui viennent, on arrive à faire ça. Et donc on aurait les premiers prototypes qui sont légèrement plus rapides que l'ordinateur classique. Après, quand est-ce qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes? Donc là, bon, pareil, Pierre en a déjà parlé, ce qu'on appelle l'ordinateur quantique universel, un peu comparable à la machine de Turing universelle en classique. Ça, il va falloir s'attaquer à des problèmes de correction d'erreurs, etc., qui sont peut-être plus à des horizons de 10-20 ans. Mais pour faire des premiers calculs utiles, je pense effectivement qu'on peut dire que dans quelques années, on est à peu près certain d'y être. Ok. Et du coup, toi, Laurent, qu'en penses-tu? Un ordinateur quantique utile ou un ordinateur quantique qui atteint la suprématie quantique? Alors, il y a deux paramètres à envisager. Il y a la pure puissance de calcul. Alors, je fais beaucoup mieux, ou je fais quelque chose que le classique ne sait pas faire. Modéliser des molécules, le classique ne sait pas faire dans des temps raisonnables. Le deuxième axe qui prend beaucoup de gains aujourd'hui, justement avec les consommations énormes de Generative AI, c'est la consommation énergétique. On a un énorme espoir sur la partie quantique, même si on fait un calcul dans le même temps, de réduire la consommation énergétique de façon énorme. C'est-à-dire que se dire on va faire le même calcul, mais l'ordinateur quantique, au lieu de consommer toute la consommation électrique de Paris sur un mois, on va peut-être juste avoir la consommation d'un foyer sur quelques jours. C'est ça aussi qu'il faut envisager, parce qu'il y a cette dimension énergivore du classique qui n'arrête jamais. Alors, si vous regardez un peu les chiffres ChatGPT sur la consommation énergétique pour entraîner le modèle, elle est colossale. Je ne vois pas comment on peut continuer à consommer autant de ressources énergétiques pour ce type d'utilisation qui vont être de plus en plus massives. Donc il faut trouver des approches qui vont permettre de réduire cette empreinte énergétique de tout l'aspect calcul. Donc c'est un deuxième axe où on ne parle pas de suprématie, mais on parle d'économie et d'impact environnemental plus bas. Avant de modéliser le climat avec un ordinateur quantique, on peut essayer de réduire l'empreinte climat de l'informatique. Donc ça, il ne faut pas le négliger, c'est très important, parce que c'est un aspect qui va peut-être permettre de faire que le quantique sera là plus tôt qu'on ne le pense. Ok, pour terminer, Ziad, du coup, sur cette question. C'était quoi la question? L'ordinateur quantique, avec la suprématie quantique, du coup, qui dépassera les ordinateurs actuels, pour toi, ça serait dans combien de temps? Ça sera dans combien de temps? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. En tant que chercheur, on est en train de suivre, mais le travail ne s'arrête pas. Il y a une continuité de recherche sur toutes les directions. Forcément, c'est très intéressant de voir comment les choses sont en train d'évoluer et comment suivre les algorithmes, les circuits et tout ça. Ça va venir, oui. Quand, je ne sais pas, mais ça revient. Je reviens sur le point, sur l'utilité aujourd'hui, puisque je pense que ce n'est pas dans tous les marchés. En premier temps, on a besoin d'un ordinateur quantique. Et l'importance de cet ordinateur, c'est pour vraiment être là et résoudre des problèmes aujourd'hui qu'on n'arrive pas à résoudre. Et c'est ça ce qu'on attend au niveau de l'économie de l'énergie, au niveau de calcul des molécules, sur plusieurs aspects. C'est ça ce qui est important. Ça va venir quand exactement? Il faut peut-être, à l'autre côté, ils ont la réponse, beaucoup plus que chez moi. Redis-nous du coup, Pierre. Non, mais sans parler d'IBM, je pense que posez-vous la question aussi du pourquoi. Nous, on est convaincus que ça va arriver, mais aussi, globalement, ça va arriver plus vite qu'on pense. Un ordinateur quantique, on va vivre le même type de révolution que ce qui a amené à la création de l'ordinateur actuel. Les premiers ordinateurs... ça s'est passé dans un moment pas très drôle, fin de la guerre de 45, début après tout ce qui s'est passé avec la guerre froide, où le principe était de dire il y avait quelques happy few qui avaient accès à une technologie. La technologie d'un ordinateur, il y avait 10 pimpins dans un laboratoire au DARPA ou quelque part à l'équivalent de la CIA de l'époque qui avaient accès à cette technologie-là. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'un ordinateur quantique, vous avez accès à ça sur le cloud. Que ce soit celui d'IBM ou que ce soit d'autres technologies. Encore une fois, il n'y a pas que nous. Et c'est cet effet des multiplicateurs. Les frameworks de développement open source pour développer,
de l'ordinateur quantique, de l'informatique quantique, ils sont publics, ils sont open source. Tout le monde y a accès. Vous y avez accès. Demain, vous avez envie, vous y avez accès. La capacité de formation sur ces technologies-là, elle est exponentielle. Et c'est ça l'énorme différence qui, moi, me rend confiant dans le fait que ça va arriver vite. C'est qu'il y a un investissement très important de la part des industriels. Alors, jamais assez, Laurent, on est d'accord? Ça, c'est notre côté start-upper qui parle. mais malgré tout, il y a surtout une capacité d'apprentissage parce qu'on passe à l'échelle, parce que le cloud permet ce passage à l'échelle, partage d'informations, etc., qui fait que ça va aller beaucoup plus vite et que c'est exponentiel. On le voit, enfin, je veux dire, c'est majeur. Bon, maintenant, c'est une question de à quoi ça sert. Ok, très bien. Bah, du coup, sur ce, parce que l'heure tourne et qu'il est l'heure de vous libérer pour que vous puissiez vaquer à d'autres occupations, on n'a pas pu prendre de questions du public. Du coup, si vous avez des questions, je vous propose de venir directement nous voir nos invités là sur scène pendant quelques minutes. Mais sinon, pour le reste, on vous libère et merci beaucoup de votre attention.